bonjour à tous. On se présente rapidement. Donc, Julie Asbard, moi je suis médecin de santé publique à Lyon. Et Fabienne Ragingir, je suis patiente partenaire ressources à Toulouse. Et donc nous avons la lourde tâche aujourd'hui de vous présenter le guide pour la reconnaissance sociale et l'engagement en santé qui a été publié par la HAS en juillet 2023. Donc probablement que certains ou nombreux d'entre vous en ont déjà pris connaissance, mais ce sera l'occasion de refaire le point sur les principaux éléments de contenu et de pouvoir les discuter. Donc premièrement, on voulait vous présenter un petit peu sa méthode d'élaboration. Donc très rapidement, c'est un guide qui a été élaboré à l'initiative du Conseil pour l'engagement des usagers. Donc il y a un sous-groupe de ce conseil qui s'est mobilisé pour le faire avancer, en s'appuyant à la fois sur un recensement de la littérature internationale et nationale sur la thématique de la reconnaissance et de la valorisation de l'engagement des usagers. Ce sous-groupe a procédé à des auditions d'experts nationaux, à la fois usagers et professionnels des différents champs. Ce qui a permis ensuite de proposer une première version qui a été revue par des relecteurs externes, également une représentation mixte et équilibrée d'usagers professionnels. Et enfin, la dernière version a pu être validée par le collège de la HAS, donc ce qui est une preuve de qualité, et est mis à disposition. Alors, du coup, il y a plusieurs parties dans ce guide. Donc, la première partie, c'est les raisons qui justifieraient, si besoin il en est, la reconnaissance sociale de l'engagement de la participation des personnes concernées dans le système de santé. Donc, la première question, c'est les attentes de la société. Donc, malgré les avancées, on a parlé des lois de 2002, donc les avancées de la participation des personnes dans les instances délibératives. Le constat, c'est que trop souvent, on a le phénomène de patients ou usagers alibi qui arrivent à la fin du processus sans réelle co-construction depuis le départ. Et donc, un éminent juriste de ce Conseil pour l'engagement des usagers, n'est-ce pas Christian, a fait remarquer que si la loi intégrait la notion de droit des usagers, il y avait également en regard la notion de responsabilité de ces usagers qui s'engagent à garantir la pérennité du système de santé. Et du coup, cela implique pour la société, ses responsabilités, de donner des conditions de sorte que ces personnes puissent porter ces responsabilités. Donc c'est une sorte d'obligation morale et éthique de mettre en œuvre ces possibilités de responsabilité par la reconnaissance sociale. Deuxième raison qui justifie cette nécessité de reconnaissance, c'est ce qui a déjà été évoqué également ce matin, le fait que maintenant c'est admis et reconnu que l'engagement des usagers au sein du système de santé, dans le domaine sanitaire, médico-social et social, est associé à une amélioration de la qualité des soins et des accompagnements. Cela est mis en évidence également depuis les lois de 2002 qui concernent ces différents secteurs. Il y a de plus en plus de mécanismes qui sont mis en œuvre pour favoriser la contribution des usagers dans l'amélioration de la qualité des soins et des accompagnements. Il y a des dispositifs réglementaires obligatoires, la certification par exemple, et puis il y a des initiatives spontanées, volontaires qui sont également mises en œuvre dans différents établissements, comme la collecte de l'expérience des usagers pour essayer de définir des axes d'amélioration de la qualité. Donc une troisième raison pour la reconnaissance sociale, c'est le besoin de réduire les injustices épistémiques. Pas de chance, c'est moi qui suis tombée sur le mot compliqué. Donc, les injustices épistémiques, un type d'inégalité qui se manifeste dans l'accès, la reconnaissance, la production des savoirs. Donc, il y a vraiment un besoin de réduire ces injustices, d'augmenter le niveau de littératie, deuxième mot compliqué, des personnes dans les actions menées dans le système de santé. Et donc, finalement, quoi de mieux de créer des services en mobilisant les savoirs de ces personnes, ces savoirs qu'ils ont réellement, mais qui ne sont peut-être pas
peut-être pas assez visibles, comme l'évoquait Ève tout à l'heure. Et donc voilà, reconnaître les personnes dans leur savoir et leur participation, c'est un moyen de réduire les injustices épistémiques. Donc par exemple, on a un bel exemple de traduction récemment en facile à lire et à comprendre de la recommandation sur l'engagement et la participation des usagers, document qui a été fait avec les personnes concernées et leur savoir. Quatrième raison pour reconnaître la valeur de l'engagement des usagers, c'est le fait qu'ils contribuent activement à l'innovation, à la transformation sociale à travers leur engagement. On sait que les travaux menés conjointement par des usagers et des professionnels permettent de co-construire des nouvelles formes d'accompagnement, nouvelles formes de soins. En témoignent les différentes actions là, que vous voyez sur cette diapo, le développement des dispositifs d'aller vers, des nouveaux dispositifs d'accompagnement à l'autonomie, le développement de la paire aidance, on l'a évoqué, il y a de multiples formes qui se développent, qui apparaissent très régulièrement, et tout ça c'est grâce à une contribution qui crée de la valeur, de l'innovation. Qui est un moteur maintenant pour améliorer et faire en sorte que le système de santé aille davantage vers une réponse aux besoins des usagers et des personnes concernées. Dernière réponse, les savoirs expérientiels des usagers qui, quand ils sont joints au savoir des professionnels de la santé, sont une réelle ressource pour de meilleurs choix d'organisation collective et une meilleure efficacité, efficience dans les soins et les accompagnements. Donc, chacun ici a tout un tas d'exemples dans sa tête de savoir expérientiel des usagers, clairement, et donc qui sont souvent dans le champ plutôt psychosocial. Et je voulais prendre un exemple qui est plus dans le champ technique pour montrer que les usagers aussi ont des savoirs expérientiels qui peuvent servir du côté technique. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont besoin d'insuline pour vivre, elles ont souvent des dispositifs médicaux. Donc, vous voyez de plus en plus de gens avec une petite pastille collée sur le bras. Et donc la pastille mesure le taux de sucre dans le sang. Et puis, on a à côté de ça un dispositif qui envoie de l'insuline aux personnes. Donc, un exemple de mobilisation de savoir expérientiel, c'est quand les professionnels de santé doivent apprendre à la majorité de leurs patients à se servir de ce dispositif. Et pour ça, par exemple, ils peuvent demander à des patients partenaires ressources ou à des associations de savoir comment ça se passe sur le terrain, très concrètement. Donc, un exemple sur un programme d'éducation thérapeutique avec de l'activité physique, quand vous faites de la randonnée, de la danse, du foot, du rugby, comment est-ce que vous réglez votre système pour éviter de faire une hypoglycémie? Et là, à partir d'expériences terrain de ce que les gens font, de la confrontation de différentes expériences en fonction des personnes et en fonction des activités, on peut arriver à dessiner quelque chose d'utile et de pragmatique qui peut ensuite être diffusé dans le système de santé par des programmes d'éducation thérapeutique. Donc voilà, ce n'est qu'un exemple, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir ou qu'on ne peut pas comprendre si on ne les vit pas sur le terrain. Et donc maintenant que ces savoirs expérientiels sont reconnus, comment est-ce qu'ils sont mobilisés? Quelles sont les missions et dans quelles activités les usagers s'engagent? Il y a un nombre très important de formes d'engagement possibles. Alors, je ne sais pas si on les affiche tous. On peut les afficher au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai que c'est là qu'on voulait faire la partie interactive. Alors, il va falloir qu'on s'accorde. Donc, beaucoup de missions possibles. On n'a pas d'idée des missions et des activités dans lesquelles vous êtes engagés. Donc, c'était là où on voulait vous solliciter. On va
à qui on s'adresse. Ouais. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de chiffres très précis sur quantifiant le type d'intervention dans le système de santé en général. Donc là, on s'est dit, les gens, ils sont venus à la HAS à Paris, on doit avoir un échantillon peut-être représentatif. Donc l'idée, c'est de voir un peu qui intervient où, et puis pour que ça dresse un petit panorama, puis pour vous faire bouger un peu, parce que c'est la fin de matinée que les ventres doivent commencer à gargouiller. Donc, premier exemple d'action, c'est le soutien par les pairs. Donc, par exemple, l'animation ou la co-animation de groupes d'échange, l'orientation des usagers dans leur parcours, dans les associations ou autres. Alors, combien de personnes dans la salle font ça? Alors là, c'est là où c'est Julie qui compte. J'ai la lourde tâche c'est la scientifique qui compte. Donc, laissez les mains en l'air un petit temps, parce que sinon, je vais pas les deux. Sans directement et au travers d'associations, sans distinction. Tout engagement est bon à prendre. Oui, d'accord. Qui a des actions de soutenir ses pairs, aider d'autres personnes qui ont une même problématique de santé à mieux vivre au quotidien? Une situation similaire. Parce que la même, ça ne sera jamais possible, chacun est différent, mais une situation similaire. Oui, alors moi j'ai envie de dire, je ne sais pas, mais que les usagers, ce sont aussi les proches aidants, donc aussi les proches aidants, évidemment. Oui. Les personnes directes. En fait, moi je dis, les usagers, c'est les personnes concernées dans leur vie quotidienne avec une vulnérabilité, et qu'elles soient dans eux ou sous leur toit, donc pour leurs proches. Oui. Oui, ça dépend des assos. Oui, mais après, on peut s'engager dans une association sans directement être dans ce type d'activité. Oui, voilà, c'est ça. Alors du coup, on a vu beaucoup de mains levées, non? Une vingtaine. Une vingtaine. On va avancer parce que sinon... La deuxième activité qui a été mise en avant, c'était la participation à l'éducation thérapeutique du patient. Est-ce que parmi vous, certains interviennent directement dans des programmes de TP? Co-conçoivent des programmes, oui. Les co-animent, les co-évaluent. Un petit peu moins, mais quand même. Ensuite, qui fait des accompagnements, donc un peu dans le mode père aidance, mais réellement dans les établissements, dans les services, de façon coordonnée avec les équipes, en apportant leur savoir à la fois à leurs pairs et aux professionnels qui sont dans les établissements. Par exemple, les médiateurs de santé père. Programme Bref. Ouais. Bon exemple. Il y en a moins. Donc c'est des gens qui font partie 100% du temps des équipes de soins et d'accompagnement. 4 ? Waouh. Alors la fameuse formation, donc qui intervient dans la formation des professionnels du système de santé, que ce soit sanitaire ou médico-social. Donc qui va intervenir en formation initiale ou en formation continue, avec différentes façons de le faire. Ouais, il y a un foyer. Il y a un foyer. Les formateurs sont ici, les soignants sont là. Très bien. Merci. Du coup, une quinzaine. La recherche. Nouveau champ qui va s'investir de plus en plus. Il en a été question ce matin, qui contribue à des actions de recherche. Relecture, c'est une sorte de contribution, tout à fait. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Les chercheurs sont là. Promoteurs de projets de recherche. Alors, la contribution, alors ça c'est assez transversal, c'est la contribution à la réflexion éthique, donc dans des comités d'éthique, dans le fait d'être
Alors, le poil à gratter agréable, qui aide les personnes à prendre un peu de recul, qui aide la personne à réfléchir sur les pratiques. Et on avait envie, dans ce guide, de mettre en avant cette contribution importante, en fait, à la réflexivité. Non, mais vous pouvez lever la main à chaque fois, hein, si vous participez à chaque... En fait, là où ce qu'on voulait voir aussi, c'est que souvent les gens font plein d'actions. Ah, et voilà. Et la dernière description, c'est la représentation des usagers en institution ou dans la cité. Donc, par exemple, les fameuses, la participation à les groupes de travail HAS ou... Là, logiquement, tout le monde lève la main, on est d'accord. Voilà, je comprends. Bon, tout le monde lève la main. Merci. Alors, on avait une dernière question, c'est est-ce que certains ne se sont reconnus nulle part dans ces formes de représentation? Est-ce qu'il y a des oublis? Ouais, on le mettrait dans le 3 ou le 7 en fait. Oui, plutôt te dire les soins, mais la santé en général, la promotion de la santé, la prévention. Ça dépend Ouais. dans quel cas. C'est vrai que c'est important. Oui. Bon, et du coup, on voit que beaucoup ont plusieurs actions. Il y en a beaucoup qui ont plusieurs casquettes. Ouais. Et donc, on en arrive au cœur du sujet. Donc, on va maintenant présenter les 7 principes qui sont proposés pour renforcer la reconnaissance sociale de l'engagement et de la participation des usagers. Alors ça, c'est la reconnaissance sociale. Il y a beaucoup de questions se posent avec parfois des postures qui interrogent. Et c'est là où on fait du théâtre. Oui, c'est là que commence ma performance d'acteur studio. Donc oui, il y a parfois des postures qui s'interrogent. Alors, franchement, moi, Fabienne, je suis médecin, j'ai quand même fait 10 ans d'études, donc j'ai un peu du mal à voir comment tu peux être aussi légitime que moi pour accompagner d'autres personnes, des patients, former des étudiants en médecine, par exemple. Je comprends ton interrogation. Donc moi, j'ai 23 ans d'expérience, j'ai 23 ans de vie avec des maladies chroniques ou celles de mes proches. Et alors, je ne dis pas forcément moi en tant que personne, mais je pense que les savoirs que ces années m'ont fournis, ça me permet d'être... ils sont aussi légitimes en fait que les savoirs scientifiques. Ils sont aussi nécessaires, ils sont aussi utiles. Voilà. Bon, je sais que j'ai presque une convaincue. Là, c'était trop facile. Alors, certains professionnels mettent en avant que, n'étant pas professionnels de santé, c'est un petit point, mais ça nous a semblé important d'en parler. N'étant pas professionnels de santé, les usagers engagés, ils n'ont pas le droit d'accéder aux informations de santé des personnes. Est-ce que tu confirmes ? Eh bien non, ma chère. Comme quoi les professionnels de santé n'ont pas toujours raison. Et effectivement, en tant que partie prenante qui vont contribuer à une action, alors aussi diverse qu'elle soit, comme on l'a vu il y a quelques instants, les missions et les modalités d'engagement vont être très variables, mais les usagers, en contribuant aux côtés des professionnels, sont soumis également au secret médicales ou en tout cas sont soumis également à tenir secrètes les informations qui peuvent être divulguées dans le cadre de leur activité. C'est spécifié dans le cadre de la loi. Alors normalement, il n'y a pas nécessité de faire signer un engagement supplémentaire, mais parfois ça peut rassurer. Mais voilà, ça une crainte qui doit pouvoir être levée auprès des professionnels et ils peuvent partager des informations qui doivent être tenues comme secrète par les usagers qui travaillent avec eux. Merci de lever ce frein qui revient très fréquemment. Donc, OK, on est tenu au secret comme les pros. Donc, du coup, on avait un premier principe d'égale considération entre les parties, d'égal devoir, et voilà, sur des bases éthiques et de complémentarité. Alors, deuxième principe, donc on est tenu au secret comme les pros, et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit formé comme des pros, qu'on passe aussi des années sur les bancs de la fac ou ailleurs ?
concernant la formation, donc on n'a pas de réponse définitive, il n'y a pas une obligation de formation. En tout cas, ce guide n'est pas du tout dans ce sens-là et va plus dans le sens de la proportionnalité de la formation, donc une formation qui soit adaptée aux besoins. Il y a certaines situations où les usagers qui s'engagent ont la nécessité d'avoir des compétences spécifiques, par exemple pour les médiateurs de santé pairs ou les pairs aidants qui vont dans ces situations avoir recours à des formations type licence ou DU. Par contre, il y a un bon nombre de modalités de participation où il n'y a pas une nécessité d'être formé avant de pouvoir contribuer. Par contre, les usagers peuvent en ressentir le besoin et si des formations leur semblent utiles, y recourir. Et l'idée, la finalité, c'est pas de formater, mais plutôt d'outiller le partenariat. Et donc là, c'est quelque chose qui a été évoqué aussi tout à l'heure par Olivia. Cette proportionnalité des formations, elle peut s'adapter aussi aux professionnels qui peuvent avoir recours à des formations et idéalement même en binôme avec les usagers pour outiller leur collaboration. J'ai oublié ma transition. C'est pas grave. En fait, tu as fait la transition en disant que la formation, c'était pas un formatage ou une obligation, c'était un outil, c'était une aide pour que les personnes puissent plus facilement s'engager de façon durable dans le système de santé. Donc, on est allé dans le guide on est allé plus loin en donnant d'autres exemples d'accompagnement et de soutien à l'engagement. On se dit, il faut créer les conditions favorables pour que les personnes puissent s'engager. Donc, par exemple, il faut qu'elles puissent disposer de l'information nécessaire, pas faire de la rétention de l'information, il faut qu'elles puissent être informées de façon suffisante. Il faut faciliter le cadre de collaboration, donc la formation des professionnels au partenariat, la formation conjointe, tu en as parlé. Et puis après, ça peut être aussi mettre en place des aides humaines ou autres, par exemple l'interprétariat en langue des signes, ou voilà, tout ce qui est nécessaire aux personnes pour qu'elles puissent contribuer au système de santé. Et bien sûr, alors un truc de base, mais malheureusement très souvent ce n'est pas fait, c'est au moins l'indemnisation des frais engagés avec le prix de l'essence qui augmente, par exemple, pour les gens qui sont à la campagne, c'est un minimum d'au moins rembourser les frais de déplacement. Et comme le fait la HAS, aujourd'hui, tous les gens qui participent sont défrayés pour pouvoir le faire. Alors, le principe de reconnaissance des compétences déployées, donc là, c'est comment est-ce qu'on reconnaît la contribution qu'a eu l'usager ou qu'ont eu les usagers dans les actions ou les mesures qui ont été prises suite à leur contribution. Des éléments simples, il y a de nombreuses formes de reconnaissance qui peuvent être faites. La première, c'est de nommer les personnes qui ont contribué, et donc les usagers doivent être nommés au même titre que les professionnels qui ont contribué à l'élaboration de documents, de projets, etc. C'est également de reconnaître leur participation en leur transmettant des attestations de présence dans les instances auxquelles ils ont contribué, reconnaître le temps passé avec également la possibilité de le valoriser dans un passeport bénévole, par exemple, et puis les mentionner dans la promotion et la communication des travaux envers tous les acteurs, que ce soit envers d'autres usagers, envers les associations, envers la gouvernance du système de santé, mais également dans les communications scientifiques, les publications, etc. Oui. Ouais. Et alors donc cinquième principe. Donc est-ce que en reconnaissant reconnaissant les compétences. Donc après est-ce qu'on peut aller plus loin que cette reconnaissance où on inclut les usagers en valorisant leurs compétences? Alors du coup, dans certaines actions, des professionnalisations sont apparues nécessaires. Alors qu'est-ce que c'est la professionnalisation? C'est en fait, c'est un processus composite qui recouvre l'activité des gens qui font des choses qui peut-être une activité intense, fréquente, bien formalisée, qui pourra devenir un métier ou une profession. C'est la professionnalisation, l'action d'un groupe de personnes qui exercent cette activité, une sorte de statut social. La professionnalisation, ce sont aussi les savoirs liés à l'activité, donc les savoirs
des personnes concernées. On en a un petit peu parlé, puis il y a un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé qui reviendra aussi sur ce sujet-là. Donc c'est les individus qui participent à la professionnalisation en adoptant des manières de faire, en échangeant et en se disant pour par exemple faire de la paire et danse, moi je fais comme ci, toi tu fais comme ça, et quelles sont les bonnes pratiques pour le faire ensemble. Et la dernière partie de la professionnalisation, c'est de la formation à l'activité, donc avec des programmes, une pédagogie qui permettent à ces personnes d'exercer l'activité. Donc la professionnalisation, vous voyez, c'est plein de choses, c'est un processus composite, donc qui peut conduire à la reconnaissance des compétences et qui pourra peut-être un jour ouvrir vers l'exercice d'un métier ou d'une profession. Concernant la question de la reconnaissance professionnelle, donc les usagers engagés peuvent demander une validation des acquis de l'expérience, et aussi dans le médico-social un dispositif spécifique, une reconnaissance des acquis de l'expérience pour les personnes usagères des services et établissements sociaux et médico-sociaux. Et pour l'accès à la formation, il y a aussi un dispositif qui date d'il y a plus longtemps, qui s'appelle la validation des acquis professionnels et personnels. Donc, pour s'engager dans le système de santé de façon professionnelle, on peut être reconnu grâce à son expérience, et on peut avoir accès à des formations aussi pour être encore plus capable de participer. Donc aussi, j'ai appris la semaine dernière qu'il y avait depuis 2022 un consortium pour initier un processus de certification pour l'ensemble des patients et proches en capacité de mobiliser leur savoir expérientiel à l'intérêt général. Donc on poursuit la dynamique de validation des acquis d'expérience. Et concernant l'éventuelle création d'une fiche métier, alors là, rien n'est acquis, tout se construit. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent en ce moment, par exemple dans le domaine de la psychiatrie, comme Olivia l'a évoqué ce matin. Et maintenant, la question qui crispe, la juste reconnaissance financière. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, il faut distinguer plusieurs situations. Il y a des modalités d'engagement qui sont occasionnelles et d'autres permanents. On l'a vu pour certaines modalités d'engagement où il y a une formation, un diplôme et ensuite une contribution sur une longue durée, comme par exemple les médiateurs de santé pair ou les patients accompagnateurs en oncologie. Il peut déjà exister des contrats avec une rémunération et un salaire qui sont proposés aux usagers qui s'engagent dans ces missions. Là, on a atteint un niveau de professionnalisation déjà abouti. Après, il y a d'autres contributions occasionnelles et où là, il n'y a pas encore de mode général et systématique de rémunération ou de compensation financière. En fonction de l'engagement, en fonction de l'institution dans laquelle les usagers s'engagent, il y a parfois des rémunérations qui peuvent être proposées ou où on arrive à trouver un statut et un format qui correspondent, mais il n'y a rien d'identique. Je dirais que c'est vraiment au cas par cas, en fonction des individus, des solutions qui sont trouvées, et en fonction aussi du statut des usagers. Puisqu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure, en fonction du statut, certains usagers peuvent se retrouver dans des situations difficiles s'ils perçoivent des rémunérations qui leur font perdre leurs droits ou certaines allocations. Donc pour l'instant, c'est adapté à chaque situation, aux besoins et aux possibilités juridiques, je dirais. Mais dans le guide, on plaide justement pour qu'il y ait des réflexions et des avancées pour que quelque chose de plus général puisse être proposé. Et au minimum, le dernier principe qui est le non-impact fiscal et social qui est mis en avant.
Voilà, donc ça, c'est l'idée de ne pas réduire les aides sociales pour des actions au service de l'intérêt général. Donc ça vient d'être exprimé par Julie, ça a été évoqué par une dame aussi ce matin, pour éviter que les personnes n'aient plus les moyens de subsister parce qu'ils ont contribué au système de santé avec leur savoir expérientiel. On marche sur la tête et c'est le monde en l'envers. Donc ce principe de non-impact fiscal et social, il a déjà été testé dans des domaines un petit peu différents, par exemple les pompiers volontaires, les arbitres ou les personnes tirées au sort dans le cadre des débats publics du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Donc l'idée, ça serait de réfléchir peut-être alors c'est la Conférence nationale de santé qui a suggéré de réfléchir à une somme forfaitaire annuelle non imposable pour justement permettre cet engagement, ou alors réfléchir ensemble à une politique générale de soutien à l'engagement, à la participation des usagers sans impact fiscal et social. Donc il a aussi été question de l'outil en Bretagne, un outil numérique, on pourra vous donner le lien pour y avoir accès, pour voir si le cumul de différentes rétributions pour des actions vont couper ou pas les aides auxquelles on a droit, et qui, semble-t-il, doit être accompagné au niveau de chaque département en fonction des spécificités des MDPH ou autres, pour que les personnes puissent travailler, je mets des guillemets, mais finalement c'est un peu là, puissent contribuer sans être impactées dans leurs ressources. Donc on voit bien qu'une évolution de la réglementation est nécessaire pour lever les freins à l'engagement des usagers, mais que déjà on peut déjà faire des choses avec ce qui existe. L'idée, là, pour terminer, c'était de vous dire que donc, dans ce guide, vous avez beaucoup plus de détails et de précisions sur les différentes mesures qui ont été présentées. Vous avez aussi des outils. Alors, il y a 3 outils type une convention établissement-association, des éléments pour un contrat entre les établissements et les usagers partenaires. Et puis, en lien aussi avec la question qui était posée, des éléments pour l'identification, le recrutement d'usagers partenaires, notamment pour aider à élaborer un profil de poste. Après, ce sont des propositions, il n'y a rien qui est... voilà, il n'y a pas de contrat validé qui soit utilisable pour tous. On n'est pas le ministère, voilà, dommage. C'est ça, mais on peut contribuer à ouvrir des portes. Et je vous invite aussi à voir, si ce n'est pas encore le cas, l'autre guide qui a été publié par le Conseil pour l'engagement des usagers, où il y a aussi des fiches outils qui peuvent être aussi intéressantes, même s'ils ciblent les soins primaires et les maisons de santé. Il y a des éléments relatifs notamment au secret professionnel, etc., qui peuvent vous aider dans les fiches. Voilà, mais je crois que c'est... En conclusion, on peut lire, il y a aussi des ressources, on peut dire lisez-le, parlez-en autour de vous et dites-nous, voilà, c'est une première étape, un premier pas, il y a eu plein d'autres pas avant, donc on référence les anciens pas, on continue des nouveaux pas et ensemble on fait avancer le schmilblick. Merci.